Et nous avons un beau programme aujourd'hui qui va nous faire entendre des conférences à la fois sur Debussy, sur Franz Schreker et sur la claque des théâtres parisiens. Donc, je salue nos trois intervenants, Denis Herlin, Patrick Perronnet et Zoé Gosset dans cet ordre. Et puis, pour ne pas tarder, je vous propose de commencer tout de suite avec Denis Herlin qui va nous présenter eh bien, son dernier né, son livre Portrait et études chez Holmes. Merci beaucoup, Denis, d'avoir accepté de présenter ce livre qui est un événement à la fois pour le labo, mais aussi pour la musicologie française et puis Debussy, parce que c'est une nouvelle belle pierre qui s'ajoute à la bibliographie de ce compositeur. Donc, Denis, je te laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup, Nicolas, et puis merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Une très bonne année à vous tous, si je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Bon, alors voilà, parfait. Alors, donc voilà, c'est ce livre qui vient de paraître chez Holmes. Et avant de vous le présenter en détail, j'aimerais juste resituer le contexte des publications debussystes, puisque vous savez que donc le premier ouvrage vraiment majeur dans les 20 dernières années, ça a été la publication par François Le Sur en 2003 chez Fayard de sa biographie, ouvrage qui a été récemment traduit et révisé par Marie Rolfe, donc à Rochester University Press. Et l'autre événement important a été évidemment l'édition de la correspondance chez Gallimard en 2005 par François Le Sur et moi-même, qui est parue concomitamment avec celle de Jean-Michel Nectoux sur Debussy et les arts. Et je dois dire, entre la biographie de François Le Sur, la correspondance et l'étude de Jean-Michel Nectoux, on a déjà vu de multiples facettes du compositeur. Ensuite, il y a eu évidemment des événements très rapprochés qui sont le 150e anniversaire de la naissance du compositeur en 2012 et le centenaire de sa mort. Tous ces événements ont donné lieu à une série de colloques, de manifestations qui ont été d'ailleurs publiés. Je pense à Rethinking Debussy chez Oxford University Press, dans Debussy Resonance, et puis aussi Claude Debussy, paru chez Fayard, qui était le résultat du colloque de 2012. Donc, il y a encore eu d'autres événements. Parallèlement à cela, il y a aussi donc la publication récente de l'étude de François de Médicis, parue en 2020 chez Brepols, qui s'appelle La maturation artistique de Debussy dans son contexte historique 1884-1902. Et pour finir, il y a bien sûr le chantier toujours inachevé des œuvres complètes, puisqu'il y a 22 volumes parus. 3 sont en préparation actuellement et devront paraître cette année. Donc, œuvre complète dont je suis le rédacteur en chef depuis 2002 et série que François Le Sur avait lancée dans les années 90. Donc, vous voyez un petit peu dans quel panorama se situe cette publication. Alors, les articles, ça a 18 chapitres en fait dans ce livre, résultent plus ou moins directement des travaux mentionnés ci-dessus, notamment ceux que j'avais fait notamment avec la correspondance, bien sûr, mais aussi avec les œuvres complètes. Et parmi une quarantaine d'écrits sur Debussy, j'en ai retenu donc 18 pour ce livre, dont certains qui n'ont été publiés qu'en anglais et d'autres qui n'ont jamais été publiés à ce jour. Je pense à Debussy Lecteur. Alors, quel choix? Pourquoi choisir tel article ou tel autre? C'était vraiment dans la perspective de mettre en lumière certains aspects de sa personnalité et de son œuvre restée dans l'ombre. Certains textes, l'étude qu'avait fait, plusieurs articles d'André Scheffner avaient été vraiment une source d'inspiration pour moi, notamment ceux qui ont trait au monde littéraire. Et c'est un peu aussi dans le sillage de Scheffner que j'ai voulu écrire certains textes. Et je pense à ces écrits qui ont été publiés chez Fayard en 98 sur Variations sur la musique, qui était une réédition parue aussi dans les années 80. Alors, le titre Portrait et études n'a pas été choisi au hasard. D'abord, il divise l'ouvrage en deux, une partie consacrée au portrait et une autre partie à l'étude. Je vais vous détailler le contenu. Mais c'est aussi une allusion à un ouvrage de Paul Bourget qui s'appelle Études et portraits, paru chez Lemaire en 1889 en 2 volumes, que le musicien avait probablement lu et apprécié, car Debussy était un lecteur extrêmement avide de toutes les curiosités et il a dû notamment aimer les pages que Bourget a consacrées à l'Angleterre, car comme vous le savez, il était extrêmement anglophile.
Et c'est un recueil un peu composite, celui de Bourget. C'est autant des chroniques publiées dans le Parlement, dans le journal des débats ou la Nouvelle Revue. Et Bourget propose un regard assez critique, diversifié sur l'homme, sur l'œuvre, sur son environnement social et culturel. Et je trouve que ça rend très bien en résonance avec le propos que je voulais avoir sur Debussy. Et alors, je dois aussi préciser par rapport à la couverture, que la couverture n'a pas été choisie au hasard, puisque c'est un portrait qui n'est pas très connu de Debussy, qui est au musée de la musique. C'est un portrait dû à Paul Robert. Donc, évidemment, ça fait écho au portrait. C'est un Debussy dans les années 1902, au moment de PDA, assez élégant. Puis, c'est un portrait qui est un peu inachevé, qui est encore esquissé, que je trouve extrêmement beau. Et donc, c'est aussi un peu une étude. Donc, voilà, c'était un double jeu de mots entre l'étude de Bourget et ce portrait de Bourget et ce portrait dû à Paul Robert. Alors, la première partie, donc portrait, propose une approche transversale sur trois thématiques. Allant du monde littéraire, ce sont les chapitres 1 à 4. La relation aux œuvres du passé, c'est les chapitres 7, 8, en passant par le rapport à l'argent, chapitres 5, 6. Donc l'ouvrage commence par un texte dont il y avait une première version dans le catalogue de l'exposition de Debussy sur l'influence qu'a eu la librairie de l'art indépendant. Alors j'essaie d'avancer mon image, voilà. Donc vous voyez une très belle affiche de l'art indépendant, un peu dans la cette époque, une affiche de Race en Fausse d'ailleurs. Donc Debussy a fréquenté ce lieu très régulièrement. Il y allait pratiquement tous les jours dans les années 1890 et c'est une atmosphère intellectuelle. Cette librairie qui est à la fois un commerce de librairie mais aussi une maison d'édition d'auteurs symbolistes comme Henri de Régnier, comme Pierre Louys, comme André Gide, tous les premiers écrits de ces écrivains qui vont faire la fortune du Mercure de France après, autre célèbre éditeur, sont là et sont présents dans cette librairie. Il y a aussi la Salomé de Wilde qui est publiée pour la première fois, librairie de l'art indépendant. Et donc, c'est cette atmosphère intellectuelle que Debussy appréciait tant, lui qui était d'un milieu modeste et autodidacte. Et donc, c'est dans ce contexte que vont émerger des œuvres majeures. C'est le tournant dans l'œuvre de Debussy avec les proses lyriques, le quatuor et le prélude de l'après-midi d'un faune. Et c'est là d'ailleurs où il va publier en 1893 Sa Damoiselle élue, dans une version chœur et piano avec ces très très beaux frontispices dessinés par Maurice Denis, frontispices que Henri Leroll et Ernest Chausson ont certainement financé pour la publication. Ça, donc, c'est l'objet du chapitre 1. Évidemment, ça nous mène directement au chapitre 2, qui est la rencontre avec Henri de Régnier, l'un des auteurs de la librairie de l'indépendant. C'est intéressant parce que Régnier n'est pas vraiment, et la fois, il connaît Debussy, mais ce n'est pas un intime. Et en même temps, il va l'aider d'une manière assez décisive, puisque c'est lui qui est en contact avec Maeterlinck et qui va recommander Debussy à Maeterlinck et obtenir l'autorisation en août 1893 que Debussy mette en musique la pièce de Maeterlinck, Péléas et Mélisande. Donc leurs relations sont parfois un peu distantes, mais elles restent amicales jusqu'au moment où d'ailleurs Debussy divorce et il y a une sorte de rupture parmi ces cercles amicaux. Mais en tout cas, Régnier lui envoie régulièrement ses livres et Debussy lui en sait gré. Le chapitre 3, alors voilà, juste d'ailleurs une petite évocation, c'est peu connu de lien entre Debussy et Régnier, c'est cet autographe qui était dans un volume de Tel Canson, je suis passé en vente dans les années 2010, et c'est un poème dédié à Claude Achille Debussy que Régnier va faire paraître dans un recueil de poésie en 1899. C'est un poème qui date certainement des années 1892-93, d'autant plus, comme vous voyez, c'est marqué à Claude Achille Debussy, et c'est encore l'époque où Debussy garde conservé ce prénom qui était son premier, Achille, et il les a inversés en Claude Achille, puis il a définitivement éliminé Achille, qu'il n'aimait pas du tout. Donc, après cette évocation de la rencontre avec Régnier donc, et du milieu littéraire, c'est aussi un lien avec le chapitre 3 tout à fait qui est presque naturel, puisque dans son chapitre 3, j'évoque Debussy essayant de concevoir ses propres textes de mélodie. Alors, Debussy a une grande expérience dans le domaine de la mélodie dans les années 90. Il a composé une cinquantaine de mélodies, surtout dans sa jeunesse, sur des poèmes de Paul Verlaine, de Bourget, de Charles Baudelaire, et il se dit, après tout, pourquoi je n'essaierai pas de mettre moi-même, d'écrire moi-même mes poèmes, et ça va être l'objet des proses lyriques dont les deux premières vont être publiées dans les entretiens politiques et littéraires, revues que dirige Régnier, et selon la loi, d'ailleurs, Régnier aurait revu les textes poétiques de Debussy.
Et donc, voici d'ailleurs la publication des projets avec cette esthétique tout à fait très belle, une couverture dessinée, on pense par un artiste belge, on n'est pas encore sur l'identification, mais en tout cas, ça a fait résonance, bien sûr, à la troisième des proses lyriques de cet ennui, si des éléments verts. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette expérience des proses lyriques était un moyen pour lui de sortir du carcan du vers, et d'écrire en vers libre, comme Régnier l'a fait d'ailleurs dans Tel qu'on songe, et d'autres poètes de l'époque, je pense à Vielle-et-Griffin ou à Stuart Merrill. Et donc, finalement, il essaie, et bon, c'est vrai que les textes sont un peu curieux, la musique est absolument splendide, la musique de piano est extraordinaire, très, très orchestrale, et Debussy ne délaisse pas ce projet, puisque dans les années après avoir composé les trois chansons de Bilitis, il a envie, dans les années 1899-1900, de faire un second cycle de prose lyrique, Nuit blanche, beaucoup moins symboliste, je dirais, dans l'esthétique, beaucoup plus sur le tourment, sur les douleurs de l'amour, et je pense qu'il délaisse rapidement ce projet parce que, évidemment, sa relation avec sa première épouse, Lily Debussy, qu'il épouse en 99, va aboutir à une rupture, à un divorce, et le sujet est souvent sur la tromperie, la jalousie, donc ce n'était peut-être pas très approprié. En tout cas, on possède deux Nuits blanches, qui sont dans la collection d'ailleurs d'Arthur Honegger, et dont les manuscrits sont maintenant à la Bibliothèque nationale de France. Et on regrette de ne pas avoir les trois autres Nuits blanches dont on a des esquisses dans un carnet. Et c'est ce carnet qui malheureusement n'est pas réapparu, avait été copié par Léon Vallas en son temps et d'ailleurs intégralement transcrit dans l'article. Alors, ce même fil conducteur de l'univers, de sa fréquentation de l'univers littéraire, puisque vous savez, on a toujours dit que Debussy avait été plus inspiré par les hommes de lettres que par les musiciens, se poursuit avec un autre aspect de cette personnalité, qui est quelque chose qui, moi, me fascine, qui est un peu frustrant parce qu'on a du mal à en comprendre toute la portée, c'est Debussy lecteur. Or, on a quelques témoignages, on sait que Debussy était un grand lecteur de revues, de philosophie, d'histoire littéraire. Donc, il s'intéressait à tous les sujets. Il était aussi très, très bibliophile. Il aimait les éditions sur grand papier. Et l'un de ses plaisirs, comme le rapporte son beau-fils Raoul Bardac, c'était de traîner dans les librairies. Et notamment, lorsqu'il était place Victor Hugo, il allait très fréquemment à la librairie Le Mercier, d'ailleurs. Et il y a un souvenir assez amusant d'André Scheffner rencontrant Debussy dans cette librairie Mercier de la place Victor Hugo, et le jeune Scheffner ayant dans les mains son Children's Corner, et Debussy le fixant du regard, ça avait absolument terrorisé Scheffner. C'est un très beau, c'est un article publié dans la revue de musicologie. Donc, toujours à l'affût de nouveautés, il lit dans toutes les directions. Donc, voici donc d'ailleurs le bureau de Debussy, son studio, avec une partie de sa bibliothèque. Alors, on est un peu frustré parce qu'on manque de description de là où il recevait les visiteurs, notamment de visiteurs français. Mais on a pas mal de témoignages de visiteurs anglais et américains qui sont frappés, eux, par le nombre de livres de littérature étrangère que Debussy lit, bien sûr en langue française, il n'était pas anglophone, bien qu'anglophile, notamment les œuvres d'Arcadio Hearn, de Kipling, de Dickens, bien sûr, qu'il aime profondément. Et voici une autre photo intéressante. C'est celle où on voit Debussy et Satie avec le petit Bouddha. Et vous voyez sur le côté, il y a une étagère avec un éléphant et un portrait. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que tout le monde dit dans les témoignages que Debussy était un admirateur de Kipling. Et donc, voilà, j'ai fait un zoom sur ce portrait. On voyait cet éléphant et puis on voit ce portrait. Mais si c'était le portrait de Kipling, et en cherchant bien, j'ai trouvé la gravure qui existe, qui est dans une collection anglaise, mais qui n'est pas celle qu'avait Debussy. Mais en tout cas, on voit bien que c'est le même portrait avec cet hommage à Kipling, le livre de la jungle, bien sûr. Et on sait que Debussy, à un moment donné, dans ses deuxièmes livres de prélude, avait voulu mettre en musique un prélude en portant le nom d'un personnage du livre de la jungle. Finalement, il a renoncé et a écrit les tierces alternées à part ça. Donc, ce Debussy lecteur, c'est assez fascinant. Je me suis aussi appuyé sur l'inventaire de la bibliothèque, l'inventaire après décès, un inventaire un peu bien frustrant, qui est d'ailleurs transcrit intégralement dans le livre, mais qui donne quelques pistes un peu de la manière dont Debussy lisait. Je veux dire vraiment, je pense que le Mercure de France était l'une de ses sources favorites parce qu'il y avait beaucoup de comptes rendus d'ouvrages, et ça, notamment sur le Japon, il était fasciné par le Japon et par l'Arcadio Hearn. Et alors, c'est fasciné il était aussi comme lecteur, puisqu'il avait des carnets dans lesquels il notait parfois les citations. Alors, parfois, c'est tout à fait explicite. Et puis, de temps à autre, on tombe sur ce papier, vous savez, c'est dans les bibliothèques nationales, on se dit, tiens, voilà, parce que Debussy aime bien les aphorismes, aime bien les formules courtes, on sait son sens de la prose, sa qualité d'écrivain dans Monsieur Croche.
Et tout d'un coup, on tombe sur ce texte, on dit, tiens, voilà, c'est peut-être à mettre dans les écrits de Debussy. Et puis, évidemment, bah, ça, c'est le miracle d'Internet. En cherchant bien, bah, on s'aperçoit, en fait, qu'il a copié un extrait de l'art médiéval, les dernières phrases de l'art médiéval d'Éliphore. C'est le dernier, c'est la conclusion du chapitre sur la Chine. Et donc, voilà, on le voit, le lecteur à l'œuvre, le lecteur passionné et intéressé qui note certaines formules qui le frappent. Alors, on va délaisser l'univers littéraire maintenant pour un autre aspect qui est évidemment la question de l'argent. L'argent qui est une donnée essentielle évidemment dans la vie d'un créateur. Et cela commence déjà avec un soutien, puisque on sait que Debussy n'a pas voulu occuper de fonctions officielles. Il n'était pas chef de chant à l'opéra, comme ses collègues Paul Vidal ou d'autres. Il n'enseigne pas au conservatoire, il n'aime pas trop le conservatoire, même s'il accepte de faire partie du comité de direction, du conseil d'établissement en 1909 sous le directorat de Forêt où bon, il est membre du jury à partir de ce moment-là, mais sinon, c'est pas un endroit qu'il aime, donc il n'a jamais demandé d'avoir, par exemple, la classe de composition ou d'harmonie ou que sais-je. Et donc finalement, il essaie de vivre plus ou moins bien de son œuvre, de quelques élèves, parce que là non plus, il n'est pas très très désireux d'enseigner. Donc il est soutenu par un certain nombre d'amis notamment. Alors ça, donc Jean-Michel Nectou l'a fort bien étudié dans son livre sur les chaussons et le rôle et les Fontaines, qui ont tous épousé des femmes issues d'une même famille, les Escudier, et donc qui le soutiennent d'une manière financièrement ou en organisant des séances wagnériennes, par exemple. Mais il y a un autre cercle qui était resté assez méconnu, qui est celui des Dansart, des Peter et des Lovenstein. René Peter est un ami de toujours, on lui donne une biographie bon, qui est à prendre un petit peu avec des gants parus chez Gallimard dans les années 30, republiés d'ailleurs réédités dans les années 40, et avec agrémenté d'une abondante correspondante assez anecdotique, mais quand même intéressante. Et ce cercle des Peter est lié à un autre cercle des Dansart et de Lovenstein, qui sont des familles belges, Lovenstein, une famille juive, allemande, et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de liens d'imbrication, de mariage entre eux, et Debussy entretient des liens d'amitié avec les Lovenstein, tout particulièrement, et on a malheureusement assez peu de correspondance, donc c'est pas facile, comment dire, à détecter. Et je vous ai mis donc sur l'écran cette Madame Alice Peter, mais Alice Peter n'est autre qu'une Alice Lovenstein, et c'était à elle dont il s'en éprend d'ailleurs dans les années 1898, et il lui dédie cette magnifique œuvre qui est La Chevelure, qui est parue, là je vous ai mis celle de la revue L'Image, une prépublication avant la publication en 99 chez Fromont, de la deuxième chanson de Bilitis, de La Chevelure. Donc ce cercle amical est assez intéressant et méconnu et mérite vraiment de voir comment ils ont aidé Debussy, ils ont soutenu Debussy. Je pense notamment à comment dire à Dansart, l'un des Dansart qui a épousé une Lovenstein et qui était donc un ami aussi très proche de Debussy. J'en reviens aussi au chapitre sur la question d'argent. Donc c'est un chapitre évidemment qui est né de la lecture de la correspondance, puisque souvent dans la correspondance, il est question d'argent, notamment avec Jacques Durand, avec son éditeur, et puis aussi lorsqu'on lit l'inventaire après l'essai, on voit que Debussy a plus de 70 000 euros de dettes, non, francs d'ailleurs à l'époque, n'était pas à l'euro, et notamment il doit plus de 30 000 francs à son éditeur Jacques Durand. Alors, on se dit, mais est-ce que Debussy était un compositeur qui a bien gagné sa vie? Et finalement, en essayant de reconstruire tous ses revenus, de voir comment il a finalement, à partir de 1908, dirigé des concerts parce qu'il était très très bien payé, qu'il négociait des cachets importants, on se rend compte que c'est un compositeur qui a été bien rémunéré, si ce n'est que, et surtout à partir de Péléas, où Péléas s'est joué à partir de 1902 extrêmement et très régulièrement, plus de 107 fois l'opéra comique, comme du Debussy, beaucoup de tournées en France, à l'étranger, en province, aux États-Unis. Donc voilà, une œuvre qui lui apporte une certaine notoriété et qui lui apporte évidemment des revenus. Mais évidemment, tout ça est à mettre dans le contexte de cette séparation avec sa première épouse, là où Debussy vivait dans un modeste 2 pièces de l'avenue Cardinet. Il passe dans les années 1905-1906 à un hôtel particulier avenue Foch, avec chauffeur, nurse pour chouchou, et donc tout ce qu'il faut pour mener un train de vie beaucoup plus luxueux. Et évidemment, ce train de vie devient de plus en plus insupportable dans la mesure où eh bien, il ne cesse d'emprunter à des taux très, très, très forts et qu'il se retrouve pris dans la spirale des dettes. Mais on peut dire aussi que certaines œuvres, il a accepté, notamment par exemple de composer le Martyr Saint-Sébastien au jeu parce qu'on lui offrait une bonne somme d'argent. Donc on peut voir aussi l'autre revers de la médaille, c'est que cette pression
financière a contribué à l'émergence de certaines œuvres qui peut-être n'auraient jamais vu le jour. Enfin, donc, cette série sur le portrait se termine avec deux évocations, l'un du XVIIIe siècle avec le lien à star français qu'il aime, auquel il se réfère, notamment au moment de la Première Guerre mondiale, lorsqu'il compose des sonates pour divers instruments, et où il a l'idée d'ailleurs de composer une quatrième sonate, malheureusement qui n'a pas vu le jour, pour hautbois, corps et clavecin. Et on voit d'ailleurs dans un petit programme dédié à Gabriel Astruc dans les années 1908-1910, qu'il voulait même mettre en musique, faire des fêtes galantes, cortège pantomime avec un quatuor vocal et à cordes, clavecin, harpe et de flûte. Donc Debussy a failli être l'un des premiers compositeurs, je veux dire, du début du XXe siècle à réellement composer pour le clavecin. Et on sait combien il aimait François Couperin, qu'il lisait au piano, bien volontiers, on a des témoignages. Et au moment lorsqu'il compose ses études en 1915, il hésite entre les dédiés à la mémoire de Couperin ou de Chopin. Et c'est finalement Chopin, évidemment, entre les études et Chopin, il y a un lien très fort, surtout qu'il avait révisé les études pour les éditions Durand, pour l'édition classique durant la guerre. Et donc, il était un grand admirateur de Chopin. Sa richesse harmonique le fascinait, ça c'est l'objet de l'autre chapitre. Et ses intimes se rappellent la manière dont lui-même jouait les œuvres de Chopin avec ce toucher si particulier. Il était vraiment en résonance, en harmonie avec cet univers. Donc ça, c'est la première partie portrait. Et la deuxième, donc, se centre sur des œuvres plus spécifiques, les manuscrits Kuhn-Kellmann. Alors ça, c'est une grande découverte lorsque des manuscrits de Mélanie de jeunesse réapparaissent. Et là, vous avez une édition, c'est la première édition de Debussy, d'ailleurs dédiée à Kuhn-Kellmann, avec à Henri, beaucoup de notes et beaucoup d'amitié, Achille Debussy. Ces manuscrits étaient très importants puisque d'abord, avant, on n'avait souvent qu'un seul manuscrit dédié à Madame Vanier, dont il s'était pris dans les années 1880. C'était la seule source pour bien des mélodies. En plus, dans ce fonds Kuhn-Kellmann, d'une dizaine de manuscrits, certains autographes, certains non autographes, enfin des copies, souvent même à noter, ça nous a permis de découvrir des œuvres dont on n'avait que des esquisses. Je pense à la romance Non, les baisers d'amour, sur un texte de Maurice Bouchard, ou Les Elfes, cette grande fresque un peu dans le style du parc qu'il compose sur le poème de Le Comte de Lille. Aussi, on a réussi à identifier ce fameux rondel chinois. Ça fait des années qu'on cherchait à savoir qui était l'auteur de ce rondel chinois. Et dans l'un des manuscrits de Kuhn-Kellmann, c'est marqué Maurice Dillard. Et donc, j'ai un peu cherché qui était ce Maurice Dillard, pas très connu. Et finalement, dire où est-ce que ça a été publié. Et je veux dire, c'est presque tiré, comment dire, il n'est pas dans une meule de foin. C'est dans l'Union littéraire des poètes et des prosateurs. Il y a une revue qui est conservée à l'Arsenal, mais avec seulement quelques numéros, et parmi ces numéros, celui-ci était conservé, ce fameux rondel chinois dédié à Judith Pinthès, Judith Gautier, célèbre par son livre de Jade, bien sûr, par ses compositeurs dans le style chinois. Le chapitre suivant est sur deux rêves. C'est comparer cette première des prosiristes, c'est comparer deux manuscrits pour montrer comment Debussy retravaillait son œuvre, non pas tant dans la structure même de l'œuvre, mais plutôt sur les détails d'articulation, de dynamique, de tempo, tout ce qui fait, l'interprétation de la pièce, et pourquoi il gomme certains détails, pourquoi il les ajoute. Enfin voilà, donc c'était un questionnement sur l'interprétation des mélodies, et c'est quelque chose qui se présente assez fréquemment dans ce domaine, justement, où il expérimente réellement sa manière de noter, d'indiquer, d'influencer l'interprète par sa notation. Le chapitre 11 revient sur un sujet, alors là, c'est vraiment un sujet beaucoup plus ancien, c'est sur les nocturnes, qui a été l'objet de ma thèse, et sur les remaniements, et donc l'édition critique a été publiée dans les œuvres complètes, et qu'est-ce qu'on peut en dire notamment de Sirène. Il essaie finalement d'utiliser la voix comme un timbre d'orchestre, non pas comme une partie vocale séparée, et un petit peu l'échec que ça constitue, puisque finalement, on a toujours tendance à interpréter Sirène comme une pièce avec voix, alors que justement, lui avait la conception que ça devait se fondre dans l'orchestre, et il a cherché, après la publication, à remanier l'œuvre pour lui donner encore plus de clarté, de luminosité. Donc, c'est tout cet aspect du remaniement chez Debussy, des œuvres d'orchestre. Pourquoi remanie-t-il? Est-ce qu'il remanie parce qu'il évolue dans son orchestration? Certainement. Est-ce qu'il remanie aussi parce que les orchestres ont du mal parfois à interpréter certains passages et qu'il veut gagner en clarté? C'est possible aussi. Donc, c'est une question qui reste un petit peu épineuse et énigmatique et qui était au cœur des œuvres complètes. Après ce chapitre suit un autre sur l'enfant prodigue.
sa cantate du prix de Rome, donc de 84, que Jacques Durand aimait tout particulièrement. Il avait assisté à la cérémonie. Et comme Debussy devient célèbre, il y a une grande demande sur son œuvre auprès de l'éditeur, essaie de fournir des transcriptions. Il lui dit, bah, écoutez, mon cher ami, j'ai des tas de demandes sur votre cantate, il faudrait la réviser. Évidemment, ça n'enchante pas du tout Debussy, donc il se fait aider par le jeune André Caplet, et finalement, comme il dit, il revernit l'enfant prodigue, en espérant, comme il le dit aussi dans une autre lettre, se débarrasser de cet illustre revenant. Donc, c'est montrer comment a été fait le processus de révision, comment Caplet est intervenu, à quels endroits, comment ils ont progressivement remis au goût du jour cet enfant prodigue qui va connaître un grand succès à l'étranger, ce qui ne cesse évidemment d'étonner Debussy et même parfois de l'agacer. Enfin, suit un dernier sur cet aspect très plus technique, je dirais, des œuvres de Debussy, un chapitre sur Monsieur Croche. Alors, attendez, voilà. Monsieur Croche, parce que lorsque j'ai été à Austin, Texas, pour un colloque, j'ai découvert qu'il y avait le fonds des archives d'Orbon. Et dans ce fonds des archives d'Orbon, il y avait des épreuves corrigées de Monsieur Croche. On sait qu'il y en avait qui avaient existé, qui avaient été exposées dans le catalogue de 62 de la Bibliothèque nationale et qui était la propriété de Georges Ambry. Ce jeu d'épreuves n'a malheureusement pas été retrouvé. On sait que Debussy avait travaillé avant la Première Guerre mondiale, qu'il était un peu désemparé sur la structure à donner à ses écrits. Il était réticent, qu'il avait fait un choix, donc c'était assez complexe. Et finalement, après sa mort, Emma lui demande à Laloy de réviser ce qu'il a laissé. Et donc finalement, on voit à travers l'analyse de ces jeux d'épreuves comment Monsieur Croche est reconstruit, remodelé, en essayant de respecter un peu ce que Debussy avait laissé, ce qui n'est pas toujours évident, et comment même Laloy intervient, par exemple, vous voyez là au milieu de ces épreuves, c'est la main de Laloy qui rajoute un petit passage pour faire un lien parce qu'il est embêté, il fait disparaître Monsieur Croche, comment le faire disparaître? Et voilà, il dit je ne devais plus revoir Monsieur Croche, mais qui ne fut visité par les fantômes. Donc, vous voyez comment Laloy essaie d'agencer les choses pour cette édition des écrits posthumes qui va connaître une grande notoriété jusqu'au moment où François Le Sur les a réédités d'une autre manière dans les années 80 chez Gallimard. Ensuite, il y a 2 chapitres consacrés à la création de Péléas et Mélisande. La première, donc, c'est l'œuvre évidemment qui rend Debussy célèbre, c'est la création au Bouffe parisien en mai 1892. C'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu intrigué. Je me suis même à un moment demandé si Debussy y avait vraiment assisté, mais il y a assisté. On a son billet, il la commande très très peu. Le spectacle est extrêmement long, il pose plein de problèmes de changement de tableau. Donc évidemment, c'est pas idéal pour un opéra, même si le texte lui plaît. Et donc le chapitre a pour but de démontrer que finalement tout ça répond à ces interrogations sur ce qu'il souhaite d'un texte pour un opéra, et en même temps que c'est probablement plus la lecture que le fait d'avoir vu le drame qui était un petit peu repoussoir, qu'il a vraiment décidé à mettre en musique. Comment dire la pièce de Maeterlinck. C'est d'ailleurs intéressant, c'est que il va commencer par une scène tout à fait capitale, qui est la scène 4 de l'acte 4, la scène à la fontaine, la scène d'amour entre Péléas et Mélisande, qui est un des moments les plus cruciaux, les plus importants. D'ailleurs, on a pas mal de témoignages dans la correspondance sur la composition de cette scène, où il la déchire, où dans ce qu'il dit à lettre à Chausson, il recommence. On a d'ailleurs plusieurs manuscrits de cette scène. Et ce qui est assez amusant, c'est de savoir que Maeterlinck, quand il conçoit Péléas et Mélisande, commence aussi par concevoir cette scène d'amour en 1904. C'est un hasard intéressant. Un autre aspect, c'est celui de la réception de Péléas, mais la réception à l'étranger, c'est la première fois que Péléas va quitter la France et va aller en Belgique. Et donc, il y a un échange de lettres assez vif entre Debussy et les directeurs de la Monnaie, entre Couffrat et Guidet, sur les interprètes, parce que soudainement, ils veulent demander à un ténor, Clément, de chanter le rôle de Péléas. Alors, c'est vrai que le rôle de Péléas est ambigu parce que c'est une tessiture entre le baryton et le ténor. Et donc, Clément envoie une partition de Debussy complètement annotée, modifiée dans les tessitures, et ça a le don d'énerver Debussy. Finalement, les directeurs y renoncent, et c'est à nouveau Marie Garden qui va interpréter Mélisande à la Monnaie de Bruxelles et Georges Petit dans le rôle de Péléas. Vous avez 2 photos de l'époque. Alors, Debussy n'est pas enchanté de cette création belge dirigée par Dupuis. Il trouve que ça sonne mal, que les décors qu'on lui avait annoncés fabuleux n'étaient pas... Bon, il était un petit peu très, très énervé sur cette... il n'était peut-être pas très objectif, en tout cas. L'autre sujet aussi, c'était d'aborder dans le chapitre 15 la relation avec D'Annunzio.
autour du martyr de Saint-Sébastien. En fait, c'est la seule fois où Debussy va quasiment accepter une œuvre de collaboration avec un écrivain. Bon, il y avait beaucoup de projets avec Pierre-Louis, avec Ségalen, mais aucun n'a abouti. Et finalement, D'Annunzio, grâce à Ida Rubinstein, emporte l'adhésion de Debussy sur ce sujet, qui lui tient à cœur, c'est de faire une œuvre un peu religieuse, sans être empreinte de catholicisme. Et donc, c'est une œuvre qui le touche particulièrement. Il va se faire aider de Caplet parce que les délais sont très courts, qu'il a horreur de composer dans des délais extrêmement courts, mais il y arrive. Et cette pièce est intéressante parce qu'elle va faire scandale. Et en même temps, c'est une œuvre tout à fait délaissée de Debussy. On a tendance à l'effacer parce qu'on dit, ah bah oui, Caplet l'a orchestré. Ce qui n'est pas vrai. Il y a une partie orchestrée par Caplet, mais vraiment fait sous la direction de Debussy. Et donc, on a tendance à l'escamoter. Et c'est un peu pour redonner sa place à cette œuvre si particulière qui a vraiment profondément marqué Debussy. Et d'ailleurs, son éditeur aussi, qui est très ému par certaines scènes et qui est assez compliqué à jouer, puisque sans le texte d'Annunzio, c'est difficile, mais si on met tout le texte d'Annunzio, alors que c'est quand même des pages, une dimension aussi grande que celle de la mer. Et enfin, un avant-dernier chapitre consacré à la rencontre avec un jeune compositeur hongrois, Zagon, une rencontre un peu exceptionnelle de quelqu'un qui est extrêmement francophile, qui connaît très bien la musique française, qui est un ami de Bartók et de Kodály, et qui va faire un écrit sur Debussy au moment où Debussy fait sa tournée en Hongrie, en Autriche-Hongrie, et qui fait un grand article sur l'œuvre de Debussy, très pertinent, un des plus remarquables que j'ai jamais lu sur son œuvre par un contemporain. Et ce jeune musicien aussi compose un cycle de mélodies sur le Pierrot lunaire d'Albert Giraud, Pierrot lunaire qui va devenir si célèbre grâce à Schoenberg, et Debussy accepte de réviser la prosodie du Pierrot lunaire, car évidemment, pour quelqu'un qui n'est pas de langue française, il y a certains aspects prosodiques qui échappent. Et donc, on a ce manuscrit qui est à la Bibliothèque nationale hongroise, où on voit Debussy corrigeant très respectueusement la musique de Zagon et vraiment d'une manière très spéciale sur certains aspects de la diction et qui évidemment améliore le texte de Zagon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment Debussy, finalement, comme Edgar Varèse, accueille le jeune compositeur, ouvre sa porte et les aide. Et enfin, en conclusion, il y a un petit chapitre qui s'appelle « Sur les soirs illuminés » sur Debussy et Baudelaire, qui est une réflexion, si vous voulez, autour de la place qu'occupe Baudelaire dans l'œuvre de Debussy, d'une manière soit dans sa correspondance, dans les citations même cachées qu'il fait, des vers de Baudelaire qu'il cite de temps en temps, sans qu'on se soit forcément identifié, ou les références bien sûr dans la musique, avec les préludes, avec les 5 poèmes de Baudelaire, et autour de cette œuvre qu'il compose, la dernière œuvre pour piano qu'il compose, pour obtenir du charbon auprès de son marchand de charbon, et cet homme un peu curieux qui lui demande en échange, il est un peu désargenté, s'il ne pourrait pas lui donner une composition, un autographe, et donc Debussy lui offre ses soirs illuminés. Et on a un Debussy pris sur le vif, un peu à la fin de sa vie, un peu nostalgique, avec plein de réminiscences d'œuvres, mais il lui offre un manuscrit comme si c'était l'un des manuscrits qu'il remettait à Durand, très bien présenté. C'est pas une ébauche, c'est pas une esquisse, c'est un véritable manuscrit achevé et accompli. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation du livre. Voilà, je tiens surtout à remercier Nicolas de m'avoir donné l'occasion de parler, Doris Wendt, l'éditrice chez Holmes et Herbert Schneider, qui ont vraiment été, qui m'ont accompagné durant l'élaboration de ce livre. Aussi Gilles Demonnet et Achille Davirigo, qui m'ont soutenu au sein de l'IREMUSE, et la Fondation Francis et Mika Salabert, Michel Decoust et Martina Zigert. Et aussi Catherine Massy qui a accepté de relire les épreuves. Je vous remercie encore du fond du cœur, enfin de relire le livre avant l'épreuve, et 2 amis qui ont relu aussi les épreuves. Voilà, je crois que j'en ai fini avec cette présentation. Merci pour votre attention et j'espère que ce livre apportera quelques moments de plaisir pour ceux qui veulent le lire. Merci beaucoup, Denis, pour cette présentation riche, parfaitement structuré. Je réalise que je ne t'ai pas présenté dans peut-être la volonté très rapide de t'entendre parler de ce livre, et puis pensant que tout le monde te connaissait, mais je vais replacer un petit peu le contexte, puisque nous avons peut-être des invités très pas. Tu es directeur de recherche au CNRS, hein, après l'IRPMF, c'est l'IREMUSE, qui est ton laboratoire. Tu as été nommé en décembre fellow du Northern Royal College of Music, donc qui aussi ainsi, on va dire, consacre, en tout cas, continue d'accompagner des liens très étroits que tu as avec l'Angleterre depuis des années. Tu as mentionné la Hongrie, je me souviens de tes aventures en Hongrie.
Ils sont... Et j'étais en Hongrie lorsque tu menais ces recherches et j'ai une pensée pour notre collègue Bozo Peter. Mais oui, Tu avais beaucoup aidé aussi dans tes contacts hongrois. Donc voilà, Denis, et je pense que tu l'as dit en sous-texte et rappelé, puisque peut-être que ton intérêt pour Debussy, on aurait pu te poser la question, est aussi lié à l'intérêt de Debussy lui-même pour les clavecinistes français. oui. C'est vrai, il y a une espèce de... Il y a un Pour mot. ceux qui s'étonneraient du grand écart comme ça, il est en fait musicalement, musicologiquement, complètement justifié dans cette double spécialité que tu as de musique française autour de 1900 et avec ce regard d'expert que tu portes aussi sur le clavecin en France des 17e et 18e siècles. Donc voilà, je, il y a beaucoup de questions, même, mais je laisse volontiers la parole à notre assemblée. Disponible dans toutes les bonnes librairies, hein, évidemment. Je signerai la très belle facture matérielle de ce livre chez Holmes. J'avais en tête les ouvrages un petit peu plus anciens. Je ne sais pas si c'est une nouvelle maquette, mais c'est vraiment un ouvrage remarquablement fabriqué. Oui, ils ont pris beaucoup de soins et puis surtout, ils ont accepté que, et ça, c'était formidable, qu'il y ait de la couleur dedans, Ah parce oui. que ça anime évidemment, sinon on perd beaucoup sur. Il y a quand même pas mal de documents reproduits et je trouve que c'est dommage, sinon on est un petit peu frustré, quoi. Voilà, je crois c'est un livre qui peut offrir un peu de plaisir aussi matériel, je veux dire. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est un beau livre. C'est un très beau livre. Une première question éventuellement, en attendant que vous osiez poser les vôtres. Je salue aussi Duan Duan, quand tu mentionnais Monsieur Ah Croche. Il oui, me semble que notre collègue Duan Duan, qui est présent, a traduit en oui, chinois oui, ton absolument. édition. Ah non, c'est pas mon édition, non, Non, moi non, pardon, tu as fait la préface j'ai juste fait une préface, voilà. d'un Monsieur Croche chinois. La première de mes questions serait sur les enjeux des recherches de bussistes aujourd'hui. Quels sont, d'après toi, les grands chantiers, les mystères, peut-être le Graal en termes de sources, en termes d'interprétation, qui, dans les années futures, pourraient être résolus ou devraient être résolus? Voilà, les grands chantiers, les grandes espérances, Bah peut-être. oui, justement, c'est l'idée aussi de ce livre, c'était un petit peu de dire bon bah j'espère qu'on va trouver encore d'autres champs de recherche, ouvrir la porte à d'autres aspects, car il y a beaucoup d'aspects de la personnalité de Debussy à étudier. Alors évidemment, on espère toujours voir ressurgir d'autres manuscrits. Moi, je sais que j'en cherche certains, peut-être qui apparaîtront. Hein, c'est la période. Voilà. Et c'est tout l'idée qu'on peut s'emparer, je crois, parce plusieurs collègues m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas une biographie? Mais je ne vois pas l'intérêt actuellement de faire une biographie. Je trouve que la correspondance, les deux François de Sure ont déjà apporté beaucoup de choses. Le livre de Nectou aussi, tout ce qui a été publié. Donc, c'est vraiment essayer d'ouvrir des voies, notamment sur des aspects de sa personnalité, et peut-être il y en a bien d'autres à creuser, hein, je pense. Donc, j'espère vraiment que, en tout cas, ce livre pourra donner l'idée à d'autres études sur certains aspects de sa personnalité. Alors, évidemment, il y a aussi l'idée de préparer un supplément de la correspondance hein, qui est dans l'air, hein, que je collationne toujours, et quand ça sera le moment venu, je le ferai paraître, puisque il y a pas mal de nouvelles lettres qui sont sorties. Ça ne sera pas la taille de la correspondance telle qu'elle a été publiée chez Gallimard, bien sûr, mais là, on a quand même 200 ou 300 nouvelles lettres qui sont, Énorme. dont certaines sont publiées partiellement, d'autres des petits bouts, d'autres complètement nouvelles, et donc qui viennent évidemment s'insérer dans ce corpus. Et c'est vrai que la correspondance est une source, ça a été quand même, comme je l'ai dit, une source essentielle. Et je pense que pour mener d'autres études sur Debussy, la correspondance est un des aspects, où évidemment, bien sûr, comment dire, l'avancée des œuvres critiques aussi, puisque là, on a quand même des chantiers sur lesquels on avance progressivement. Il y a des séries qui sont finies, comme la série de piano, la série de mélodies est en cours, et là aussi, je pense qu'elle va être assez riche parce qu'elle va révéler beaucoup de sources manuscrites qu'on ne connaît pas. Par exemple, plusieurs versions de Fleurs, d'une des proses lyriques, ou de certains poèmes de Mère de Verlaine, et on publiera toutes les versions, justement. L'intérêt, c'est d'essayer d'offrir un champ de réflexion pour les interprètes, et je pense que c'est ça l'idée d'une recherche future, en tout cas. Oui, mais merci. Tu as devancé ma deuxième question qui était celle du supplément à la correspondance.
correspondance sur lequel, du coup, tu travailles. Et concernant ces enjeux de... On peut même de l'histoire concernant Debussy avec différentes versions de ses œuvres, en l'occurrence pianistiques. Moi, je suis convaincu que c'est qu'elle peut absolument se développer sur les répertoires des 19e et du début du 20e siècle, puisqu'on sait que les compositeurs, je pense naturellement beaucoup à Liszt, et aux travaux de Jean-Jacques Eigeldinger sur Chopin, ne jouaient pas leurs œuvres, il faut le redire encore une fois, telles qu'elles étaient publiées, et que la musicologie des sources philologiques peut apporter des variantes historiquement informées des œuvres qui sont jouées. Donc, il y a une vraie interrogation sur la base de lourds textes, qui est une démarche nécessaire et essentielle, mais qui peut venir être enrichie par tout ce que tu es en train de décrire. Donc, au-delà de Debussy, ça me semble être un chantier d'avenir. Et alors, l'un des chantiers d'avenir aussi, tout d'un coup, ça me revient, c'est évidemment tout le travail qui n'a pas été vraiment abordé, c'est sur le travail qui a été abordé par François de Vécu, c'est le travail sur les esquisses, les ébauches. On a pensé longtemps, et c'est un peu quelque chose qui traîne dans la littérature de Debussy, qu'il n'y avait pas beaucoup d'ébauches, d'esquisses. Il y en a beaucoup finalement. Et elles sont dispersées parfois, et c'est compliqué. Donc, François de Vécu a fait toute sa thèse sur les dernières esquisses des œuvres dans les années 15, les sonates, autant sonates pour violoncelle, sonates pour violon. Et donc, il y a toutes les esquisses de Péléas, donc, que François Dessus a publié chez Minkoff en son temps, mais qui sont un peu plus grandes que on en a un peu plus maintenant. Et là, je pense qu'il y a tout un champ, un terreau sur le processus même de composition qui serait vraiment intéressant et que je pense que plusieurs chercheurs comme François Lecluse vont continuer à mener, et j'espère d'autres aussi, parce que c'est un dossier. C'est vrai que quand on fait édition critique, c'est un dossier, dans le dossier génétique, on le tient en compte, mais ça n'a pas souvent une implication, sauf pour quelques éléments clés pour l'édition, pour confirmer une altération ou quelque chose, mais sinon, c'est vraiment une des clés aussi pour avancer sur la connaissance du Debussy composite. Merci, Denis. Y a-t-il des questions? Je vous trouve fort timide en ce début d'année. Alors, beaucoup de commentaires cependant, et des félicitations dans la discussion. Je me permets volontiers, puisqu'on parle un petit peu d'actualité, d'historiographie, de proposer la parole à Patrick Van Dieren, donc l'éditeur que vous connaissez peut-être, qui est présent. Parce que je ne sais pas, Patrick, si vous voulez nous partager un de vos projets éventuellement, qui pourrait concerner Debussy. Il est peut-être là sans être là. Le micro, alors c'est ça. Voilà. Est-ce que ça fonctionne là? Oui. Ça fonctionne, Patrick, oui. Bonjour. Donc, je vois que les secrets ne restent pas longtemps secrets, Nicolas. Ah non, mais alors justement, est-ce que vous auriez des envies, des choses comme ça concernant les éditions musicales? Oui, ben, des envies, ça c'est... Alors, dans les projets prochains, il y en a justement un sur Debussy, comme je vous l'ai raconté hier, puisque nous nous sommes vus hier, c'est de là que sort Le Secret, qui est un livre d'Andrea Malvano, qui est professeur à Turin, sur la réception, en fait, plutôt, et qui, pour comprendre, pour essayer d'expliquer pourquoi le public de l'époque ne comprenait pas le lien entre les titres d'œuvres comme La Mer ou les parties des Nocturnes ou Iberia, recourt aussi bien à l'étude de la réception qu'à l'analyse musicale, en fait, pour montrer où se situe ce décalage par rapport à la tradition d'une musique illustrative qui précède. Voilà. Donc ça, c'est un livre qui devait sortir en décembre, mais qui sortira fin janvier. C'est une traduction. En musique, effectivement, comme je vous le disais hier, je suis ouvert à des propositions intéressantes. Donc, je vous remercie de me donner l'occasion de le dire à un cercle plus large que notre conversation d'hier. Je vous en prie, en effet, c'était l'idée de parler, parce que je ne connais pas le travail de Malvano, qui est une publication italienne, je crois. Oui, tout à fait. Je connais, mais pas son travail sur Debussy, en effet. Oui. C'était en fait sa thèse, et que je lui ai demandé de revoir pas mal, parce que c'était une thèse destinée à un public italien, donc il y avait toute une partie introductive de contextualisation qui, je pense, pour le public francophone, sera totalement inutile. Et donc,
il a fait ce travail et par contre, la partie d'étude de la réception et d'analyse des œuvres, ça est assez similaire à ce qu'il avait publié à l'époque de sa thèse. D'accord. Merci pour ce J'en point. profite pour dire bonjour à Denis, que je n'ai pas vu depuis fort longtemps. Oui, parce qu'on avait travaillé sur ce Debussy texte. Mais oui. Oui, ne disons plus quand, parce que je ne sais pas si on s'est vu depuis lors. Et je crains que trop longtemps. Donc, Bon, ben voilà. Et effectivement, comme je vous demandais à vous en privé, mais maintenant, voilà, le cercle est élargi. Je dis, est-ce que vous avez vu passer des projets intéressants de publication musicologique parce que si c'est un domaine que j'ai un peu laissé de côté pour laisser plus de place à la théologie, c'est un domaine que je voudrais bien reprendre et développer. Bon, ben, merci beaucoup, Patrick. Je me réjouis que notre réunion de travail hier ait pu donner lieu à votre présence aujourd'hui. Puis c'est ça aussi l'IREMUS présente. Hein, je le rappelle, la recherche en train de se faire, les projets, et puis un élargissement du cercle de notre unité sur le milieu aussi de l'édition. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que l'on enchaîne. Merci beaucoup, Denis, pour cette présentation. À très bientôt en vrai, pour le coup.